Le jour de l'audience finale, mon mari Nicolas a déposé une demande de divorce, m'accusant d'être une épouse et une mère ratée. Il a même exigé la totalité de nos biens et la garde exclusive de notre fille. Cependant, dans la salle d'audience, j'ai entendu une phrase choquante. C'était la voix de ma fille de 7 ans, Manon, qui a demandé au juge, « Monsieur le juge, puis-je vous montrer quelque chose que maman ne sait pas ?» Le juge a hoché la tête. Ma fille s'est avancée, a brandi sa tablette et a appuyé sur le bouton de lecture. Lorsque la vidéo a commencé, un silence glacial s'est abattu sur toute la salle. Ce matin-là avait commencé comme n'importe quel autre dans leur maison de campagne. Sandrine, vêtue de vêtements simples, s'affairait dans la cuisine depuis l'aube. Le léger arôme des crêpes chaudes se mêlait à l'odeur de déterge de la machine à laver qui tournait dans un coin de la buanderie. Sandrine se déplaçait rapidement mais silencieusement, ne faisant presque aucun bruit. Elle avait appris à se mouvoir comme une ombre dans sa propre maison au fil des ans, un effort pour ne pas troubler la paix de son mari, Nicolas. À 6 heures, Nicolas est descendu du premier étage. Il avait l'air impeccable dans sa chemise fraîchement repassée. Sandrine a immédiatement posé une tasse de café noir chaud et une assiette de petit déjeuner fumante sur la table. Nicolas s'est assis et a pris la tasse sans même la regarder. Le café est un peu amer aujourd'hui, a dit sèchement Nicolas, les yeux fixés sur l'écran de son téléphone. Je suis désolé, chérie. Je pensais l'avoir bien dosé cette fois, a répondu Sandrine à voix basse. Nicolas n'a pas répondu, se contentant de pousser son petit déjeuner dans son assiette et de manger quelques cuillerées en silence. Sandrine se tenait près de la table, attendant maladroitement qu'il dise autre chose. Il ne l'a pas fait. Le silence entre eux était si épais et froid qu'il semblait geler la vapeur chaude qui s'élevait du café sur la table. Sandrine avait oublié la dernière fois qu'ils avaient partagé un petit déjeuner en riant. C'était probablement il y a 2 ou 3 ans, lorsque Nicolas a commencé à travailler tard et que ses voyages d'affaires sont devenus plus longs. Manon est levée ? A demandé Nicolas sans lever les yeux. Oui, chérie. Elle prend sa douche. Elle descendra bientôt pour le petit déjeuner, a dit Sandrine. Effectivement, peu de temps après, le bruit de petits pas s'est fait entendre dans les escaliers. Manon, leur fille de 7 ans, a couru vers eux dans son uniforme scolaire impeccable. Son sourire était éclatant, un contraste saisissant avec l'atmosphère matinale. Bonjour, maman et papa. Manon a embrassé Sandrine sur la joue et s'est dirigée vers Nicolas. Il a finalement posé son téléphone et a forcé un léger sourire à sa fille. Bonjour, princesse. Fini de manger. Papa t'emmènera à l'école. Ouah. Je vais avec papa. S'est exclamé Manon avec joie. Sandrine a poussé un soupir de soulagement. Au moins devant Manon, Nicolas faisait un effort pour paraître chaleureux. Cette brève heure de petit déjeuner était le seul moment familial qu'ils avaient. Dès que Manon a fini de manger, Nicolas s'est immédiatement levé, a attrapé sa mallette, a embrassé Manon sur le front et s'est dirigé vers la porte d'entrée. Comme toujours, il est passé devant Sandrine comme si elle n'était pas là. Pas d'au revoir, pas de baiser, pas même un regard. Seul le vrombissement de sa Citroën 2CV de Nicolas s'éloignant a laissé Sandrine seule dans le vide de leur grande maison de campagne. Sandrine a passé le reste de la matinée à sa routine, débarrassant la table, faisant la vaisselle, la lessive et rangeant les pièces. Elle faisait tout avec efficacité. Elle s'efforçait toujours d'avoir la maison parfaite. Elle pensait que si la maison était assez propre, si la nourriture était assez délicieuse, si elle était assez silencieuse, peut-être que l'ancien Nicolas reviendrait. Mais l'ancien Nicolas semblait être parti depuis longtemps. À midi, Sandrine est allée chercher Manon à l'école primaire. C'était son moment préféré de la journée. Elle adorait écouter Manon jacasser sur ses amis, son cours d'art ou sa boîte à lunch. Maman, aujourd'hui j'ai eu 5 étoiles de la maîtresse. J'ai bien répondu à la question, a gazouillé joyeusement Manon, tenant la main de sa mère. Ouah, ma fille est si intelligente, a loué sincèrement Sandrine en lui pinçant le petit nez. Quand elles sont rentrées à la maison, alors que Sandrine aidait Manon à enlever ses chaussures, elle a entendu le bruit d'un camion de livraison s'arrêter devant la maison, un livreur en uniforme a crié son nom. Sandrine, un colis pour vous. Sandrine a froncé les sourcils. Elle n'avait rien commandé. Elle s'est dirigée vers la porte d'entrée et a reçu une grande et épaisse enveloppe Kraft. Il n'y avait pas de nom d'expéditeur, seulement le logo d'un cabinet d'avocats dans le coin supérieur droit.
Le cœur de Sandrine a commencé à battre inconfortablement. « C'est qui, maman ?» a demandé Manon, qui l'avait suivi. « Je ne sais pas, princesse. C'est probablement juste du courrier publicitaire. Va te changer et ensuite nous déjeunerons, » a dit Sandrine, essayant de garder sa voix calme. Après que Manon a couru dans sa chambre, Sandrine s'est assise sur le canapé du salon. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle déchirait l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une épaisse liasse de papier. La première phrase sur la page supérieure a fait halter Sandrine. Demande de divorce. Le monde de Sandrine semblait s'arrêter. Ses oreilles bourdonnaient. Elle a relu les mots, espérant que ses yeux l'avaient trompée. Demandeur, Nicolas, défenderesse, Sandrine, motif de la demande, l'épouse a complètement échoué dans ses devoirs conjugaux. Sandrine s'est sentie mal. Échouée. Elle avait consacré toute sa vie à cette maison. Elle avait abandonné sa carrière à la demande de Nicolas. Elle s'était occupée de Manon. Elle s'assurait que la chemise de Nicolas soit impeccable chaque matin. Que voulait-il dire par échouer? Elle a continué à lire les pages suivantes. Ses yeux se sont brouillés face aux exigences de Nicolas. Les exigences étaient cruelles. Nicolas ne demandait pas seulement le divorce, mais il demandait également la garde exclusive de Manon, affirmant que Sandrine était émotionnellement instable et incapable d'élever l'enfant correctement. Et le plus dévastateur de tout, il exigeait tous les biens matrimoniaux, y compris la maison où il vivait, au motif que Sandrine n'avait pas contribué financièrement et que tous les biens étaient uniquement le résultat des efforts de Nicolas. Sandrine s'est effondrée mollement sur le parquet froid. Les papiers se sont éparpillés autour d'elle. C'est donc pour cela que Nicolas était si froid depuis des mois. C'était un plan secrètement ourdi dans son dos. La porte d'entrée s'est ouverte. Nicolas était rentré du travail inhabituellement tôt. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, regardant Sandrine effondrée sur le sol, puis les papiers éparpillés. Son expression était froide, sans la moindre trace de culpabilité. « Chérie, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ?» La voix de Sandrine tremblait et les larmes ont commencé à monter. Nicolas a enlevé ses chaussures en silence. Il s'est approché en desserrant sa cravate. Il n'a ni nié ni expliqué. Il a simplement dit froidement, « C'est exactement ce que tu as lu. Je ne veux plus vivre avec toi, Sandrine. Tu as échoué. Tu as échoué en tant qu'épouse et en tant que mère. » Échoué? A gémi Sandrine, incrédule. Je me suis occupé de cette maison et j'ai élevé Manon. Occupé de la maison? C'est moquer Nicolas avec dédain. Tout ce que tu as fait, c'est dépenser mon argent. Manon a besoin d'une meilleure mère, une mère compétente, pas quelqu'un qui ne sait que pleurer et se plaindre comme toi. Mais tous les biens, cette maison, et Manon, chérie, tu ne peux pas me les prendre. A commencé à crier Sandrine, hystérique. Nicolas s'est penché et l'a regardé avec un regard acéré et haineux que Sandrine n'avait jamais vu auparavant. Je peux et je le ferai. Mon avocat a toutes les preuves. Tu n'obtiendras rien, Sandrine. Tu quitteras cette maison sans un sou. Nicolas s'est redressé et a ajusté son costume. Il a jeté un coup d'œil vers les escaliers, s'assurant que Manon ne pouvait pas entendre. Et prépare-toi, a ricané Nicolas avec un sourire glacial qui a glacé le sang de Sandrine. Mon avocat dit que même ta propre fille témoignera au tribunal sur ton incompétence en tant que mère. Sandrine s'est figée de terreur, son cœur se brisant en 1000 morceaux. Nicolas ne voulait pas seulement divorcer d'elle. Il voulait la détruire complètement. Sandrine n'a pas dormi cette nuit-là. Après la confrontation cruelle, Nicolas s'était retiré dans la chambre d'amis et avait verrouillé la porte comme si Sandrine était une menace. Sandrine a passé la nuit dans la chambre de sa fille, assise sur la chaise près du lit, regardant le visage paisible de Manon pendant son sommeil. Ses larmes ne cessaient de couler. Comment Nicolas pouvait-il dire que Manon témoignerait contre elle? Manon était tout pour elle. Que avait-il pu raconter à sa petite fille? Cette pensée la tourmentait plus que toute autre accusation. Le lendemain matin, Nicolas a agi comme si de rien n'était. Il a réveillé Manon, a préparé son uniforme et l'a emmenée à l'école. Il n'a pas dit un mot à Sandrine. Quand Manon a demandé pourquoi les yeux de sa mère étaient gonflés, Nicolas a répondu nonchalamment, « Maman ne se sent pas très bien, princesse. » Après leur départ, la véritable terreur s'est installée pour Sandrine.
Elle devait se battre. Elle ne pouvait pas abandonner Manon si facilement. Elle a pris son téléphone et a cherché les noms d'avocats spécialisés en divorce réputés dans la ville. Mais la dure réalité l'a vite frappée. Les avocats avaient besoin d'argent, d'une provision, d'honoraires de consultation. Sandrine a réalisé qu'elle n'avait pas d'argent. Pendant toutes ces années, Nicolas ne lui avait donné qu'une allocation mensuelle, budgétée juste assez pour les courses et les frais de scolarité de Manon. Il n'y avait aucune marge pour économiser quoi que ce soit. Son seul espoir était leur compte joint, celui qu'elle pensait être le fonds d'urgence de la famille. Les mains tremblantes, Sandrine a ouvert l'application bancaire sur son téléphone. Elle a entré le mot de passe, son cœur battant à tout rompre. Lorsque le solde est apparu à l'écran, Sandrine a senti ses jambes se dérober. 0. Le compte était à 0. Ce n'était pas possible. Il devait y avoir des centaines de milliers de dollars dessus. Sandrine a rafraîchi à plusieurs reprises, espérant une erreur du système, mais le chiffre 0 la fixait. Elle a ouvert l'historique des transactions et ses yeux se sont écarquillés d'horreur. Au cours des 6 derniers mois, Nicolas avait systématiquement retiré de grosses sommes d'argent, les transférant sur un autre compte que Sandrine ne connaissait pas. Le dernier retrait avait été effectué il y a à peine 3 jours, vidant le reste du compte. Nicolas avait planifié cela. Il ne se contentait pas de partir. Il l'avait délibérément paralysée financièrement pour qu'elle ne puisse pas se défendre. Sandrine a pleuré de désespoir. Comment allait-elle engager un avocat sans un seul dollar? Elle s'est souvenue de ses bijoux de mariage. Elle a couru dans sa chambre et a ouvert sa boîte à bijoux. Elle était vide, à l'exception de quelques bijoux fantaisie. Nicolas avait même pris ses bijoux. Dans son désespoir, Sandrine s'est souvenue d'une vieille amie qui travaillait dans une agence d'aide juridique. Elle l'a appelée et lui a raconté la situation entre deux sanglots. Son amie a compati, mais ne pouvait pas faire grand-chose à part lui donner un nom. Il s'appelle Maître Bernard, a dit son ami. Il a un petit cabinet au 2e étage d'une vieille zone commerciale désaffectée. Ce n'est pas un avocat cher, mais il est honnête et dévoué. Va le voir. Explique ta situation. Peut-être qu'il pourra t'aider. Sandrine n'avait pas d'autre choix. Avec le peu d'argent liquide qui lui restait dans son portefeuille, elle a appelé un taxi et s'est rendue à l'adresse que son ami lui avait donnée. Le cabinet d'avocat de Maître Bernard était exactement comme son ami l'avait décrit. Petit, modeste, et situé au 2e étage d'une vieille zone commerciale désaffectée à la peinture écaillée. Maître Bernard était un homme d'âge mûr avec des lunettes épaisses et un air calme. Il a écouté patiemment l'histoire de Sandrine sans l'interrompre, hochant simplement la tête de temps en temps et prenant des notes. Quand Sandrine a fini, Maître Bernard a poussé un long soupir. « Sandrine, ça va être une bataille difficile », a-t-il dit doucement. Votre mari a préparé tout cela très minutieusement. Il ne veut pas seulement un divorce. Il veut vous détruire. Je sais, mais je me fiche des biens. Je veux juste Manon. S'il vous plaît, aidez-moi. Je n'ai pas d'argent maintenant, mais je vous paierai. Je vous paierai en plusieurs fois. Je ferai tout ce qu'il faudra, a plaidé désespérément Sandrine. Maître Bernard l'a regardé un instant. Laissons la question de l'argent pour plus tard, Sandrine. L'important maintenant, c'est que nous devons agir rapidement. Cette demande a déjà été déposée. Nous devons préparer une réponse immédiatement. Maître Bernard a demandé à Sandrine d'attendre. Il a quitté la pièce et est revenu quelques minutes plus tard avec un dossier rempli de photocopies. C'étaient les documents judiciaires déposés par la partie de Nicolas. L'avocat de votre mari est Maître Durand. Il est connu pour être vif et ne pas avoir peur d'utiliser des tactiques sales, a dit fermement Maître Bernard. Voyons quelles preuves ils ont présentées. Sandrine a hoché la tête, le cœur battant. Maître Bernard a ouvert le dossier. La première page contenait des photographies. Sandrine a été choquée de voir des photos de l'intérieur de sa maison, des photos de vaisselle sale empilée dans la cuisine, des photos du salon encombré de jouets, des photos de linge sale débordant du panier à linge. Mais c'est injuste, a protesté Sandrine. Ce sont des photos qu'il a prises quand j'étais malade. J'ai eu une forte fièvre pendant 3 jours, et Nicolas n'a pas voulu m'aider du tout. Il les a prises exprès. Sandrine, j'ai bien peur que ce soit manipulé pour vous faire passer pour une personne paresseuse qui n'entretient pas la maison, a dit Maître Bernard avec une expression amère.
Ils sont passés aux pages suivantes. C'étaient des relevés de cartes de crédit. Sandrine a vu une liste de dépenses pour des sacs à main de luxe, des bijoux et des dîners dans des restaurants chers qu'elle n'avait jamais achetés. Ce n'est pas moi. Je n'ai pas acheté ces choses. C'était une carte secondaire à votre nom? A demandé maître Bernard. Oui, une secondaire. Nicolas la gérait. Il m'a dit de l'utiliser si j'en avais besoin, mais il la prenait souvent, disant que sa carte principale était au maximum. Oh mon Dieu, il m'a piégé. Sandrine a senti le monde tourner. Elle a réalisé que chaque petite gentillesse de Nicolas faisait en fait partie de son plan diabolique. Et puis maître Bernard s'est arrêté sur un document épais vers la fin. Et voici le plus dommageable, Sandrine. Qu'est-ce que c'est? C'était le témoignage d'un témoin expert, une psychologue pour enfants. Maître Bernard a tendu le rapport à Sandrine. Elle l'a lu. Le rapport était rédigé en termes cliniques froids. Il déclarait que la psychologue avait mené des observations secrètes des interactions de Sandrine avec Manon. La conclusion était que Sandrine était émotionnellement instable, négligeait les besoins de sa fille et était une mère préjudiciable au développement psychologique de Manon. Le rapport recommandait la garde exclusive pour Nicolas pour la santé mentale de l'enfant. Ça n'a aucun sens. Quand cette observation a-t-elle été faite? Je n'ai jamais rencontré de psychologue. La voix de Sandrine tremblait violemment. Selon ce rapport, l'observation a été menée dans des lieux publics, au parc public, au centre commercial, et lorsque vous récupériez votre fille à l'école, a expliqué maître Bernard en la regardant attentivement. C'est de la folie, Manon a toujours semblé heureuse avec moi. C'est de la calomnie. Qui est cette psychologue? Maître Bernard a tourné à la couverture du rapport. Son nom est docteur Valérie Rousseau, a-t-il dit. Voici toutes ses qualifications. Elle semble très professionnelle et convaincante. Maître Bernard a regardé Sandrine sérieusement. Sandrine, connaissez-vous cette femme? Valérie Rousseau. Sandrine a secoué la tête, perplexe, ses larmes coulant à nouveau. Non, je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais vue de ma vie. La réalité de vivre sous le même toit que l'homme qui prévoyait de vous détruire était un enfer silencieux. Nicolas n'avait pas quitté la maison. Il avait simplement emménagé dans la chambre d'amis. La maison autrefois chaleureuse ressemblait maintenant à un champ de bataille gelé avec des mines émotionnelles cachées dans chaque coin. Sandrine devait vivre avec son ennemi, le voir tous les matins et prétendre que tout était normal devant Manon. Nicolas a parfaitement exécuté sa stratégie devant Manon. Il était le meilleur père du monde. Il a commencé à rentrer du travail plus tôt que d'habitude, ce qu'il n'avait pas fait depuis des mois. Il a apporté des cadeaux coûteux. Un soir, il est revenu avec une grande boîte représentant une princesse de dessin animé. « C'est ta nouvelle tablette, Manon », s'est exclamé Nicolas en serrant Manon dans ses bras. « Celle-ci est bien meilleure que l'ancienne. Elle a un meilleur appareil photo, et papa y a installé plein de jeux pour toi. » Les yeux de Manon se sont illuminés. « Ouah, merci, papa. » Sandrine, qui pliait du linge dans le salon, n'a pu qu'avaler. Son cœur lui faisait mal. Elle savait ce que Nicolas faisait. Il achetait la loyauté de leur fille. Sandrine ne pouvait pas rivaliser. Elle n'avait pas $1 pour acheter quoi que ce soit à Manon. « Tu vois, princesse », a dit Nicolas en jetant un regard méprisant à Sandrine alors qu'il allumait la nouvelle tablette. « Quand tu vivras avec papa plus tard, tu auras un nouveau jouet chaque semaine. » Contrairement à quelqu'un qui ne sait que plier des vêtements. Sandrine a arrêté son mouvement. Il y avait une boule dans sa poitrine. Elle voulait crier, maudire Nicolas, mais elle ne pouvait pas le faire devant Manon. Si elle se mettait en colère, cela ne ferait que prouver l'accusation de Nicolas selon laquelle elle était émotionnellement instable. Alors Sandrine a simplement continué à plier le linge en silence, la tête baissée, laissant le venin de Nicolas remplir la pièce. La terreur a continué quotidiennement. Nicolas sapait systématiquement l'autorité de Sandrine en tant que mère. Si Sandrine préparait le dîner, Nicolas venait dans la cuisine, goûtait la nourriture et disait devant Manon, « Chérie, la soupe est encore un peu salée. » Ce n'est pas grave. Nous commanderons des plats à emporter demain. Si Sandrine s'apprêtait à aider Manon avec ses devoirs, Nicolas l'interrompait. « Laisse-moi faire. La façon dont maman t'enseigne est trop compliquée.
Tu vas t'embrouiller. Sandrine se sentait de plus en plus petite, de plus en plus invisible dans sa propre maison. Elle a commencé à douter d'elle-même. Cuisinait-elle vraiment mal? N'était-elle vraiment pas capable d'enseigner à sa fille? Nicolas jouait son rôle trop bien, faisant passer Sandrine pour une femme inepte. Manon, prise au milieu, a commencé à montrer des signes de confusion. Il était clair qu'elle aimait sa mère, mais elle appréciait aussi toute l'attention et les cadeaux de son père. Parfois, Manon s'accrochait à Sandrine comme pour chercher une protection, mais d'autres fois, elle semblait mal à l'aise, surtout après que Nicolas lui ait chuchoté quelque chose. Une nuit, Sandrine n'a pas pu dormir. Elle s'est dirigée doucement vers la chambre de Manon pour s'assurer que sa fille allait bien. Elle a ouvert légèrement la porte. Manon dormait profondément. Sur son bureau se trouvait la nouvelle tablette que Nicolas lui avait achetée. Mais alors que Sandrine s'approchait pour border Manon, elle a vu quelque chose d'étrange. La petite main de Manon serrait quelque chose sous son oreiller. Ce n'était pas son ours en peluche préféré. Sandrine a regardé très attentivement. Son cœur a sauté un battement. C'était l'ancienne tablette de Manon, la tablette bon marché avec l'écran fissuré à plusieurs endroits. Celle que Sandrine lui disait toujours de ne pas utiliser de peur que les éclats de verre ne la blessent. Sandrine a froncé les sourcils. Pourquoi Manon avait-elle toujours cette tablette cassée? Pourquoi la cachait-elle sous son oreiller alors que la nouvelle tablette était sur le bureau? Sandrine ne comprenait pas. Elle pensait que c'était juste un attachement émotionnel d'enfant à un vieux jouet. Elle ne savait pas que cette tablette cassée détenait un secret qui allait tout changer. Elle est retournée dans sa chambre, l'esprit encore plus confus. Le point culminant est arrivé quelques jours plus tard. Sandrine attendait que Manon rentre de l'école. Elle avait promis à Manon qu'elle ferait son gâteau au chocolat préféré, mais une heure s'est écoulée après l'heure de la sortie et Manon n'est pas arrivée. Sandrine a appelé l'école. On lui a dit que Manon avait été récupérée par Nicolas. Le cœur de Sandrine s'est serré. Nicolas ne lui avait rien dit. Elle a appelé Nicolas plusieurs fois, mais il n'a pas répondu. 2 heures se sont écoulées. 3 heures se sont écoulées. Sandrine était presque folle d'inquiétude, faisant les 100 pas dans le salon, les larmes aux yeux. Ce n'est qu'à 21h qu'elle a entendu la Citroën 2CV de Nicolas. Manon est entrée en riant et en portant un grand sac rempli de choses d'un parc d'attractions. Derrière elle, Nicolas marchait calmement avec un sourire suffisant. « Où étiez-vous? Pourquoi as-tu emmené Manon sans me le dire? » J'étais morte d'inquiétude, s'est écriée Sandrine, sa voix un mélange de larmes et de rage. Papa m'a emmené à Fantasy World, maman. C'était tellement amusant, s'est exclamé joyeusement Manon. Nicolas a regardé Sandrine froidement. Et alors? Je suis son père. J'ai le droit de sortir ma propre fille. De plus, tu ne fais rien à la maison de toute façon. Mais tu aurais dû me le dire. Pourquoi? Pour que tu puisses gâcher notre plaisir avec ton drame. C'est alors que Sandrine l'a senti. C'était un parfum de femme, une odeur douce mais inconnue qui s'accrochait à la chemise de Nicolas. Ce n'était pas le parfum de Sandrine, ni le parfum que Nicolas portait habituellement. Nicolas, tu. Nicolas a suivi la direction du regard de Sandrine. Il savait qu'elle l'avait senti. Il n'a pas bronché, mais a souri. Il a attendu que Manon court dans sa chambre pour ranger ses nouveaux jouets. Seul, Nicolas s'est approché de Sandrine. Son visage était très proche, et sa voix sifflait doucement, pleine de poison. Tu as remarqué? Tu pensais vraiment que j'allais vivre éternellement avec une femme aussi ennuyeuse que toi? Tu n'es rien comparé à elle. Sandrine a reculé, haletante. Il y avait une autre femme. Tout cela, toutes les accusations n'étaient qu'une tentative de se débarrasser d'elle pour être avec quelqu'un d'autre. Qui est-ce? A chuchoté Sandrine. Ça ne te regarde pas. C'est une femme brillante, intelligente, qui sait comment plaire à un homme, contrairement à toi. Cette nuit-là, Manon est venue dans la chambre de Sandrine. Maman, pourquoi pleures-tu? Sandrine a immédiatement essuyé ses larmes. Je vais bien, princesse. J'ai juste un petit mal de tête. Manon a regardé sa mère avec une expression difficile à cerner. Tu es vraiment malade, maman? Papa dit que parce que tu es malade, tu es souvent triste et en colère.
Papa a dit que si Manon va vivre avec lui, maman pourra se reposer et aller mieux. Le cœur de Sandrine s'est brisé. Nicolas avait injecté du poison dans l'esprit de leur petite fille. Il avait manipulé Manon pour qu'elle croie que c'était un acte de gentillesse de la quitter parce que sa mère était malade. Sandrine a serré Manon fort dans ses bras. « Manon, écoute-moi. Je ne suis pas malade. Je t'aime juste tellement. Je promets que je ne serai plus en colère. » Mais le mal était déjà fait. Sandrine a vu l'hésitation dans les yeux de sa fille. Nicolas, qui écoutait la conversation depuis l'embrasure de la porte, a juste ricané dans le noir. Il est passé devant Sandrine, qui était encore dans un état second, et a donné une petite tape sur l'épaule de sa femme, feignant la sympathie. « Profite de ton temps », a raillé doucement Nicolas à l'oreille de Sandrine. Bientôt, elle ne voudra même plus t'appeler maman. L'audience de médiation a été une cruelle plaisanterie. Ils étaient assis dans une petite pièce étouffante. Le médiateur désigné par le tribunal a tenté de trouver un terrain d'entente. Maître Bernard a commencé d'une voix calme. « Nicolas, Sandrine ne demande pas grand-chose. Elle veut juste la garde de Manon, ou au moins une garde partagée. Quant au bien, nous pouvons en discuter. » Avant que Maître Bernard ait pu finir, Maître Durand, bien habillé et cher, a rapidement interrompu. « Il n'y a rien à discuter », a dit sèchement Maître Durand. Il a claqué le dossier qu'il tenait à la main sur la table. « La position de notre client est claire. Sandrine est la partie défaillante dans ce mariage. Il a été prouvé qu'elle a échoué dans l'entretien du foyer et dans l'éducation de l'enfant. Notre client demande la garde exclusive pour l'avenir de Manon. » Nicolas était assis à côté de lui avec un visage impassible, comme s'il était la victime. « Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour ma fille », a-t-il dit sur un ton de fausse tristesse. Sandrine tremblait. Lui enlever sa mère, c'est ce qu'il y a de mieux pour elle? Maître Durand a gloussé. Sandrine, si vous continuez à insister, nous porterons cette affaire en justice et je vous assure que toutes les preuves que nous avons vous humilieront. Les photos, les relevés de cartes de crédit, le témoignage d'experts. Vous feriez mieux de signer cet accord. Notre client est bienveillant en vous permettant de quitter la maison sans aucune contre-réclamation. Quitter ma maison sans rien et sans Manon? Êtes-vous fou? A crié Sandrine. Le médiateur a essayé d'intervenir, mais Nicolas et son avocat étaient inflexibles. La médiation a complètement échoué. Maître Bernard a tapoté l'épaule de Sandrine alors qu'il partait. Reste forte, Sandrine. Le vrai combat commence maintenant. Le premier jour du procès approchait. L'estomac de Sandrine était noué depuis le matin. Maître Bernard lui a rappelé de rester calme à tout prix. Le palais de justice était froid et intimidant. Les hauts murs en bois, les chaises lourdes et le marteau de juge, qui semblait très autoritaire. Nicolas était assis de l'autre côté, l'air très confiant avec Maître Durand, qui portait un costume cher et élégant. Le procès a commencé. Maître Durand a pris la parole en premier. Il parlait avec aisance, sa voix forte et confiante. Il a présenté sa version des faits, a montré les photos de la maison en désordre, accusant Sandrine d'être une femme au foyer paresseuse et sale. Il a montré les relevés de cartes de crédit, accusant Sandrine d'être dépensière et financièrement irresponsable. Monsieur le juge, a dit Maître Durand de façon dramatique, pendant que mon client Nicolas travaillait dur pour gagner de l'argent, sa femme était à la maison à le gaspiller et à négliger sa fille et son foyer. Sandrine voulait crier que tout cela était un mensonge, que Nicolas l'avait piégée, qu'il avait utilisé la carte, qu'il avait pris les photos exprès quand elle était malade, mais tout ce qu'elle pouvait faire était de serrer les mains sous la table. Maître Bernard l'a arrêté d'un regard rassurant. Quand ce fut le tour de Maître Bernard, il a tenté de réfuter. Il a expliqué que les photos étaient prises hors contexte. Il a expliqué que les relevés de cartes de crédit avaient été utilisés par Nicolas lui-même, mais son argumentation semblait faible. C'était la parole de Sandrine contre les preuves matérielles présentées par Maître Durand. Le juge prenait des notes, mais son expression était illisible. Et puis est venu le moment que Sandrine redoutait le plus. Le demandeur appelle son témoin expert, a dit Maître Durand. Docteur Valérie Rousseau, psychologue pour enfants. La porte de la salle d'audience s'est ouverte. Une femme est entrée. Sandrine a retenu son souffle. La femme était belle, très élégante.
Ses cheveux étaient soigneusement attachés en arrière. Elle portait un blazer professionnel. Et elle marchait d'un pas assuré. Elle n'avait pas l'air d'une femme méchante du tout. Elle avait l'air convaincante. Alors que la femme prêtait serment, Sandrine a senti le même parfum qui s'était accroché à la chemise de Nicolas cette nuit-là. Le cœur de Sandrine s'est arrêté. C'était elle, la maîtresse de Nicolas, et elle s'était fait passer pour une psychologue pour enfants. Valérie Rousseau s'est assise à la barre des témoins. Elle parlait calmement. Sa diction était claire, et elle utilisait des termes psychologiques qui semblaient très professionnels et impressionnants. Oui, monsieur le juge, a commencé à témoigner Valérie, répondant à la question de Maître Durand. J'ai mené des observations du comportement naturel de Sandrine et de sa fille, Manon, au cours des 3 derniers mois. Et quelles ont été vos conclusions, docteur ? A demandé Maître Durand. Valérie a ouvert ses notes. Mes conclusions ont été très préoccupantes. J'ai trouvé un modèle de comportement chez Sandrine qui tend à être incohérent et émotionnellement volatile. Il y a des signes de détresse émotionnelle importante. Valérie a commencé à détailler les mensonges un par un, transformant les faits en armes mortelles. Première observation. Dans un centre commercial, Sandrine a tiré de force Manon, lui parlant fort, ce qui a fait pleurer Manon de peur devant les gens. Cela montre une faible capacité de régulation émotionnelle. Sandrine a fermé les yeux. Elle se souvenait de ce jour. Manon avait failli courir vers un mauvais escalator, et Sandrine avait crié et tiré Manon en arrière, sous le choc. Manon, fais attention. Elle n'était pas en colère. Elle était terrifiée que Manon se blesse, mais Valérie l'avait transformée en abus verbal. Deuxième observation. Dans un parc public, a poursuivi Valérie. Sandrine semblait plus absorbée par son téléphone, ignorant Manon qui jouait seule. Quand Manon est tombée, Sandrine ne l'a pas remarqué immédiatement. Quand elle l'a fait, sa réaction a été exagérée et tendait vers l'hystérie, ce qui a encore traumatisé Manon de la chute. Un autre mensonge. Sandrine se souvenait qu'elle envoyait un texto concernant la liste de courses que Nicolas avait demandé. Manon a trébuché, et Sandrine a en effet eu peur. Elle a couru immédiatement, a serré et réconforté Manon. Sa réaction était celle d'une mère inquiète, pas d'une hystérique. Ma conclusion, a dit Valérie, regardant attentivement le juge d'une voix ferme, est que Sandrine n'a pas la capacité émotionnelle stable pour élever un enfant de 7 ans. Il y a de forts signes de syndrome de parentification, où Sandrine projette inconsciemment son propre malheur et ses problèmes émotionnels sur l'enfant. Pour la santé mentale de Manon, je recommande vivement la garde exclusive pour le père, M. Nicolas, qui est la figure la plus stable. La salle est devenue silencieuse. Le témoignage de Valérie était très puissant, très scientifique, très destructeur. Sandrine pleurait en silence. C'est un mensonge, a-t-elle chuchoté à Maître Bernard. C'est tout un mensonge. C'est la maîtresse de Nicolas. C'est elle. Calmez-vous, Sandrine, a répondu Maître Bernard, tendu. Ne réagissez pas. C'est ce qu'ils veulent. Maître Bernard s'est levé pour le contre-interrogatoire. Il a essayé. Docteur Rousseau, êtes-vous sûr de pouvoir poser un diagnostic aussi grave en vous basant uniquement sur des observations à distance? Valérie a souri légèrement. Au contraire, maître, les observations naturelles sans que le sujet en soit conscient sont les plus précises. Il n'y a pas de manipulation. C'est du pur comportement réel. Vous avez été payé par M. Nicolas pour ce témoignage, n'est-ce pas? J'ai été payé pour mes services professionnels, maître, pas pour mes conclusions. Mes conclusions sont objectives et basées sur les données du terrain, a répondu adroitement Valérie. Maître Bernard était dans une impasse. Valérie avait trop bien esquivé. Elle avait couvert tous les trous. Le procès de ce jour-là a été ajourné. Sandrine a quitté la salle d'audience les jambes tremblantes. Elle se sentait détruite. Elle a vu Nicolas sourire légèrement, hochant la tête à Valérie avec un air de satisfaction. Dans le hall, Sandrine s'est appuyée contre le mur et a sangloté. Nous avons perdu, Maître Bernard. Nous avons perdu. Ils ont tout. Maître Bernard est resté silencieux un moment. Puis il a regardé fixement Nicolas et Valérie, qui marchaient ensemble au loin, discrètement séparés, mais pas tout à fait loin.
Pas encore, Sandrine, a dit doucement maître Bernard, les yeux plissés. Je sais que quelque chose ne va pas. La façon dont elle le regarde quand elle pense que personne ne regarde n'est pas la façon dont une psychologue professionnelle regarde un client. Maître Bernard s'est tourné vers Sandrine. Nous devons découvrir qui elle est vraiment. Quelques jours avant la prochaine audience, Maître Bernard a appelé Sandrine à son cabinet. Son visage semblait fatigué. La pile de papier sur le bureau semblait plus épaisse qu'auparavant. Sandrine, j'ai essayé de retracer le passé de cette femme, a dit directement Maître Bernard. Le résultat est différent de ce à quoi nous nous attendions. Le cœur de Sandrine s'est emballé. Que voulez-vous dire? Ses qualifications sont propres. Trop propres, a soupiré Maître Bernard en se frottant l'arête du nez. Elle est inscrite à l'association des psychologues. Elle a une clinique de pratique enregistrée. Toute la documentation est parfaite. Soit c'est une vraie psychologue que Nicolas a engagée pour mentir pour de l'argent, soit Nicolas a falsifié toute cette identité très proprement. Ce qui est certain, c'est que nous ne pouvons pas l'attaquer en l'accusant d'être une fausse psychologue. Le tribunal rejetterait immédiatement notre demande. Le bref espoir que Sandrine avait eu a disparu instantanément. Alors, nous ne pouvons pas prouver qu'elle ment. Non, nous ne pouvons tout simplement pas prouver qu'elle n'est pas psychologue. Le seul moyen est de réfuter son témoignage. Et cela signifie que vous devez témoigner, Sandrine. Maître Bernard a regardé Sandrine sérieusement. Vous devez raconter toute votre version de l'histoire sur les photos, sur les cartes de crédit, sur le comportement de Nicolas. Et surtout, vous ne devez pas vous laisser emporter par l'émotion. Maître Durand essaiera certainement de vous provoquer. Il voudra que vous ayez l'air hystérique devant le juge, exactement comme le docteur Rousseau vous a décrite. Sandrine a hoché la tête en silence. Je le ferai. J'essaierai. Le jour est venu. C'était au tour de Sandrine de s'asseoir à la barre des témoins. Après avoir prêté serment, Maître Bernard a commencé par des questions douces, guidant Sandrine à raconter sa vie de femme au foyer. Sandrine a expliqué d'une voix qu'elle essayait de garder aussi calme que possible. Elle a parlé de la façon dont elle a quitté son travail pour se concentrer sur les soins de Manon, a expliqué sa routine de l'aube jusqu'à tard dans la nuit. À propos des photos de la maison en désordre, Sandrine, pouvez-vous expliquer le contexte? A demandé Maître Bernard. Oui, ces photos ont été prises par Nicolas il y a environ 2 mois. J'étais gravement malade avec une forte fièvre pendant 3 jours. À ce moment-là, je pouvais à peine sortir du lit. J'ai demandé à Nicolas de s'occuper du ménage, mais il a dit qu'il était trop occupé par le travail, alors la maison est devenue très en désordre. Je n'avais pas l'énergie de nettoyer, a expliqué Sandrine. Et à propos des relevés de cartes de crédit. C'était une carte secondaire à mon nom, mais Nicolas l'avait plus souvent. Il disait que sa carte principale atteignait souvent sa limite avec des affaires professionnelles. Je l'ai cru. Je n'ai jamais acheté ces sacs de luxe ou ces bijoux. Je n'ai eu connaissance de ces frais que lorsque je les ai vus dans les documents du procès. Sandrine a tout dit honnêtement. Elle a vu certains dans la galerie commencer à chuchoter. Certains la regardaient avec sympathie, mais le juge restait silencieux. Son visage était illisible. Puis ce fut le tour de Maître Durand. L'avocat rusé s'est levé, a redressé sa cravate et s'est dirigé vers la barre des témoins avec un sourire méprisant. Sandrine, a-t-il commencé d'un ton mielleux. Donc, vous dites que votre mari aime Nicolas, qui travaille dur et rapporte de l'argent à la maison, vous a délibérément piégé. C'est bien ça? Sandrine a bégayé. Je n'ai pas dit ça. J'ai juste dit ce qui s'est passé. Mais c'est ce que ça laisse entendre. Le mari prend des photos de la maison sale. Le mari utilise la carte de crédit. C'est tout de la faute du mari. Il semble que vous n'êtes à blâmer pour rien. Êtes-vous parfaite? Bien sûr que non. Je ne suis pas parfaite, mais je ne suis pas un échec. Pas un échec, a ricané Maître Durand avec dédain. Sandrine, vous avez dit que vous étiez malade quand ces photos ont été prises. Avez-vous un rapport médical pour prouver que vous étiez gravement malade pendant 3 jours? Sandrine est restée silencieuse. Je ne suis pas allée à l'hôpital. J'ai juste pris des médicaments de la pharmacie. Je pensais que j'allais guérir. Donc,
Aucune preuve, a attaqué rapidement Maître Durand. C'est juste votre parole contre de vraies preuves photographiques. Intéressant. Maître Durand est passé à un autre sujet sur les cartes de crédit. Vous dites que votre mari les a utilisées, mais la carte est à votre nom. Avez-vous déjà signalé à la banque que la carte était utilisée à mauvais escient? Non. Avez-vous déjà réprimandé votre mari? Non. Vous n'avez rien dit. Est-ce que cela ne montre pas que vous êtes négligente et financièrement irresponsable? Ou est-ce que cela signifie que vous avez approuvé tous les achats? Je lui faisais confiance. C'était mon mari, la voix de Sandrine s'est élevée. Une confiance aveugle, a claqué Maître Durand. Une confiance qui a ruiné les finances de la famille. Et maintenant vous blâmez votre mari. Je ne blâme pas assez. Maître Durand a levé la main, est retourné à sa table et a pris une grande photo imprimée. Il l'a tenue pour que le juge et tout le monde puissent la voir. Monsieur le juge, je demande la permission de présenter la pièce P12. Les yeux de Sandrine se sont écarquillés d'horreur. C'était une photo d'elle, dans leur chambre quelques semaines avant l'arrivée des papiers du divorce, les cheveux en désordre, pleurant et criant. Madame Sandrine, pouvez-vous expliquer cette photo? A demandé Maître Durand d'un ton triomphant. Sandrine tremblait violemment. Les larmes ont recommencé à monter. N'est-ce pas une preuve réelle de ce que le docteur Rousseau a dit? Émotion volatile, hystérie. Est-ce le visage d'une mère compétente? Vous ne comprenez pas, a gémi Sandrine, ses larmes coulant maintenant à flot. Cette nuit-là, Nicolas venait de rentrer. Il m'a traité d'épouse inutile. Il a dit que j'étais un fardeau. Il m'a insulté. Il a dit que je ne méritais pas d'être la mère de Manon. Il m'a provoqué. Donc, vous l'admettez, a attaqué Maître Durand sans lui laisser de répit. Vous admettez que vous avez crié hystériquement. Vous admettez que vous avez perdu le contrôle. Vous êtes émotionnellement volatile. Exactement comme le docteur Rousseau l'a décrit. N'est-ce pas? Non. A crié Sandrine. Elle s'est levée de sa chaise. Il m'a piégé. Il a pris ma photo en secret après m'avoir blessé. C'est un démon. À l'ordre. Le marteau de juge a frappé fort. Témoin. Calmez-vous. Asseyez-vous. Sandrine a sangloté. Ses épaules tremblaient. Elle est retombée sur sa chaise. Détruite. Tout était détruit. Elle s'était comportée exactement comme Nicolas et Maître Durand le voulaient. Elle avait l'air hystérique. Elle avait l'air instable. Elle ressemblait à l'image de la mère ratée qu'ils avaient fabriquée. Elle a regardé du côté de Nicolas. L'homme avait la tête baissée, faisant une fausse mine de tristesse, comme s'il était blessé par l'instabilité de sa femme. Maître Durand souriait avec suffisance. Le juge a secoué lentement la tête. Son expression était claire. Il avait déjà pris parti. Le procès de ce jour-là s'est terminé par une destruction totale pour le camp de Sandrine. Maître Bernard a essayé de la réconforter alors qu'il partait, mais Sandrine se sentait déjà engourdie. C'est fini, Maître Bernard, a-t-elle chuchoté faiblement. Cette nuit a été la plus longue de sa vie. L'audience de détermination de la peine devait avoir lieu le lendemain. Sandrine savait qu'elle allait perdre. Elle allait perdre Manon. Elle est allée dans la chambre de Manon. Sa fille dormait déjà. Nicolas n'était pas à la maison, célébrant probablement sa victoire avec Valérie à l'avance. Sandrine s'est assise au pied du lit, caressant les cheveux de sa fille. Ses larmes sont tombées silencieusement sur la joue de Manon, et la fillette a bougé un peu. Maman. Manon a ouvert les yeux, à moitié endormie. Chut, rendors-toi, princesse, a chuchoté Sandrine, sa voix rauque à force de pleurer. Elle a serré sa fille fort dans ses bras. Peut-être le dernier câlin d'une mère à part entière. Je veux que tu saches que quoi qu'il arrive demain, maman t'aime très fort. Toujours. Sentant la tristesse de sa mère, Manon l'a serrée fort en retour. Je t'aime aussi, maman. Sandrine a lentement rompu l'étreinte. C'est alors qu'elle l'a revue. Le bord de la vieille tablette fissurée dépassait de sous l'oreiller de Manon. Manon la serrait fort, même dans son sommeil.
Sandrine ne pouvait pas comprendre pourquoi Manon était si obsédée par cet objet cassé. Mais cette nuit-là, elle était trop détruite pour y penser plus profondément. Elle a juste embrassé sa fille sur le front et est sortie pour affronter la fin de son monde. La salle d'audience était plus froide que d'habitude. L'air du matin était lourd et suffocant. Sandrine était assise raidement sur sa chaise, les yeux gonflés et vides. Elle n'avait pas dormi de la nuit. À côté d'elle, Maître Bernard regardait droit devant lui avec une expression sombre. Il savait qu'il avait fait de son mieux, mais comme Sandrine, ils étaient face à un mur géant. L'atmosphère de l'autre côté de la salle était très différente. Nicolas avait l'air frais et confiant dans un nouveau costume. Il souriait de temps en temps et échangeait des blagues à voix basse avec Maître Durand. La victoire était à sa portée. Dans la galerie, Sandrine a vu Valérie. La femme était assise élégamment, vêtue d'une robe de couleur crème, regardant Sandrine avec un sourire à peine visible. Le sourire du vainqueur. Le juge est entré. La salle est devenue silencieuse instantanément. Le cœur de Sandrine battait si fort que ça faisait mal. Dans l'affaire de la demande de divorce numéro a commencé formellement le juge. L'ordre du jour d'aujourd'hui est la lecture de la sentence. Mais avant cela, je demande aux deux parties de présenter leur plaidoirie finale. Maître Durand s'est levé le premier. Il a résumé sa victoire avec habileté. Monsieur le juge, a-t-il dit fort. Au cours de ce procès, nous avons vu des preuves irréfutables. Des preuves photographiques montrant la négligence de Madame Sandrine dans ses devoirs domestiques. Des preuves financières montrant son irresponsabilité et, plus important encore, le témoignage de l'éminente psychologue pour enfants, Dr. Valérie Rousseau, qui a présenté objectivement et scientifiquement l'instabilité émotionnelle de la défenderesse. Maître Durand a pointé Sandrine du doigt. Nous avons même été témoins de la conduite hystérique de Madame Sandrine dans cette même salle lors de la dernière audience, ce qui confirme le diagnostic du docteur. Rousseau est clairement consigné au dossier. Il s'est tourné vers Nicolas. D'un autre côté, nous avons M. Nicolas, un père capable, financièrement prospère, et surtout, émotionnellement stable et véritablement préoccupé par l'avenir de sa fille. Monsieur le juge, le choix ici est très clair. Il ne s'agit pas de punir l'épouse, mais de sauver l'enfant. Dans le meilleur intérêt de Manon, je vous exhorte à accorder la garde exclusive à notre client, M. Nicolas, et à approuver sa demande de partage des biens. Maître Durand s'est assis avec un sourire suffisant. Maintenant, c'était le tour de Maître Bernard. Il s'est levé lentement, a regardé autour de la salle, pas le juge. Monsieur le juge, a commencé Maître Bernard d'une voix douce mais ferme. Ce à quoi nous avons assisté ici n'est pas une preuve. C'est un assassinat de caractère. Une diffamation très bien planifiée. Les photos peuvent mentir. Vous pouvez prendre une photo de la cuisine du meilleur chef du monde au mauvais moment et la faire paraître sale. Les relevés peuvent être manipulés, surtout quand une partie a le contrôle financier total et que l'autre fait confiance. Et le témoignage d'experts. Un témoignage d'un expert qui n'a observé que de loin et a tiré des conclusions radicales de quelques fragments d'incidents hors contexte. Est-ce plus fort que l'amour maternel profond qu'une mère a construit pendant 7 ans? Maître Bernard a regardé directement Nicolas. Monsieur le juge, nous ne sauvons pas un enfant. Nous assistons à un mari cupide qui essaie de se débarrasser de sa femme, de voler ses biens et de lui enlever cruellement la seule chose qui lui est la plus précieuse, sa fille. Sandrine est une bonne mère. Sa voix tremblait légèrement d'émotion. Elle n'est pas parfaite. Aucune mère ne l'est, mais elle a consacré sa vie à Manon. Ne laissez pas cette diffamation bien tissée détruire ce lien. Je vous exhorte à juger en conscience. Maître Bernard s'est assis. La salle était silencieuse. Sa plaidoirie avait été excellente, émouvante, mais Sandrine savait que ce n'était pas suffisant. L'argument de Maître Bernard était basé sur la croyance. L'argument de Maître Durand était basé sur des preuves matérielles et un témoignage d'experts. Aux yeux de la loi, le vainqueur était déjà évident. Le juge s'est raclé la gorge, a mis ses lunettes et a ouvert le dossier épais devant lui. C'était le moment. Ayant examiné tous les documents des deux parties, entendu tous les témoignages et considéré toutes les preuves présentées, a commencé le juge d'un ton plat. Son cœur s'est serré. Le tribunal note que le demandeur, M. Nicolas,
a réussi à présenter des preuves significatives, a poursuivi le juge. Sandrine a baissé la tête et a fermé les yeux. Premièrement, les preuves visuelles, c'est-à-dire les photographies, ont démontré la négligence de la défenderesse, Madame Sandrine, dans la gestion du foyer. Deuxièmement, les preuves financières ont démontré un déséquilibre considérable des dépenses sur la carte de crédit au nom de la défenderesse. Chaque phrase était un coup de couteau. Et le plus dommageable, a dit le juge, sa voix semblant finale, est le témoignage du témoin expert, Dr. Valérie Rousseau, concernant l'état émotionnel de Madame Sandrine. Ce témoignage a malheureusement été renforcé par la propre conduite de la défenderesse lors de la dernière audience, ce qui a fourni au tribunal une image très préoccupante de l'environnement psychologique pour la croissance de l'enfant. Sandrine a commencé à pleurer en silence. C'était fini. Nicolas a regardé Sandrine et un léger et cruel sourire de victoire est apparu au coin de sa bouche. Valérie derrière lui s'est redressée sur son siège, prête à applaudir. Avec toutes les considérations mentionnées ci-dessus et surtout pour le meilleur intérêt et la santé mentale de l'enfant mineur, Manon. Le juge a levé son marteau de juge et Sandrine a fermé les yeux, prête à entendre la sentence qui détruirait sa vie. Le tribunal conclut. Arrêtez. La voix était petite, mais elle a percé le silence du palais de justice. Elle était aiguë et claire. Tout le monde a tourné la tête à l'unisson vers la source de la voix. Dans la porte légèrement ouverte au fond de la salle se tenait Manon. Elle était seule, encore dans son uniforme scolaire. Elle s'était manifestement faufilée. Le visage de Nicolas est passé de l'arrogance au choc à la pâleur. « Manon, qu'est-ce que tu fais ici ? Sors !» a-t-il crié, paniqué. « Huissier !»« Manon, assieds-toi, princesse !» a réessayé Nicolas, la voix tendue, mais Manon n'a pas bougé. Elle est entrée dans le palais de justice. Le son de ses petits pas a résonné sur le sol en marbre. Elle n'a pas regardé sa mère, qui était stupéfaite, la bouche ouverte. Elle n'a pas regardé son père, qui était furieux. Elle a regardé directement le juge. La salle, qui avait été silencieuse, attendant la sentence, était maintenant figée. Le marteau de juge, qui était sur le point de tomber, s'est arrêté en plein vol. Les yeux du juge se sont écarquillés, regardant la petite fille à la porte. Sandrine s'est retournée, sentant son cœur tomber de sa poitrine. « Manon » a-t-elle chuchoté, incrédule. Que faisait sa fille ici? Qui l'avait amenée? La réaction de Nicolas a été la plus rapide. Son visage, qui à un instant auparavant était plein d'arrogance et de triomphe, était maintenant pâle et exsangue. Il y avait une terreur pure dans ses yeux. « Manon » a-t-il crié, sa voix montant sans son déguisement calme. « Qu'est-ce que tu fais ici? Sors. Ce n'est pas un terrain de jeu. Huissier, comment un enfant peut-il entrer? » Manon a tressailli au cri de son père, mais elle n'a pas reculé. Au lieu de cela, elle s'est enfoncée plus profondément dans la pièce. « Manon, papa a dit, retourne-toi et assieds-toi. » A de nouveau crié Nicolas, maintenant à moitié debout. Son avocat, Maître Durand, était également déconcerté. Il s'est levé et a crié au juge. « Monsieur le juge, c'est une violation de la procédure. Cette audience est confidentielle. Un mineur ne devrait pas être ici et ne devrait pas interrompre les débats. Ordonnez à votre personnel de retirer l'enfant. » Sandrine était toujours figée, confuse. Une partie de son esprit était brisée par le fait que Manon était dans cet endroit horrible. L'autre partie tremblait de peur. Que allait dire Manon? Nicolas avait-il réussi à l'empoisonner complètement? Manon allait-elle dire au juge qu'elle préférait son père? La pensée a rendu Sandrine nauséeuse. Pour considération, monsieur le juge, la voix de maître Bernard a soudainement retenti, arrêtant maître Durand. Cet enfant est venu dans un but évident. Il s'agit de son avenir. Nous ne pouvons pas l'ignorer. Le juge a levé la main. Son visage était grave. Silence, tout le monde. Sa voix a tonné. Il a regardé fixement Nicolas et maître Durand, faisant taire leurs protestations. Puis son regard s'est tourné vers Manon. Son expression s'est adoucie. Manon s'est approchée lentement, ses petits pas résonnant fort sur le marbre silencieux. Elle s'est arrêtée au centre entre les deux tables des avocats. Elle a regardé directement le juge assis sur son haut banc.
Monsieur le juge, a dit Manon d'une voix tremblante mais claire pour que toute la salle l'entende. Je suis désolé d'interrompre. C'est bon, princesse, a dit le juge sur un ton plus paternel. Pourquoi es-tu ici? Qui t'a amené? Je suis venue toute seule. Ma tante m'a amenée, mais je me suis faufilée. J'ai entendu mon papa dire que ma maman est méchante. Les yeux de Nicolas se sont écarquillés. Manon, surveille tes paroles. Silence, monsieur Nicolas, a crié le juge. Laissez l'enfant parler. Sandrine a couvert sa bouche. Les larmes ont commencé à monter. Manon a dégluti comme pour rassembler son courage. Elle a de nouveau regardé le juge. Ses yeux purs et clairs montraient de la sincérité. Papa a dit que ma maman est méchante. Papa a dit que ma maman se met beaucoup en colère. Papa a dit que ma maman ne peut pas s'occuper de moi, a-t-elle poursuivi, sa voix tremblant légèrement. Sandrine a fermé les yeux. C'était la fin. Manon allait répéter tous les mensonges de Nicolas. Mais alors une phrase a fait ouvrir les yeux à Sandrine. Mais... puis-je vous montrer quelque chose? Manon a regardé le juge avec des yeux suppliants. Quelque chose que ma maman ne sait pas. Cette phrase est restée en suspens dans l'air. Quelque chose que ma maman ne sait pas. Sandrine a froncé les sourcils. Que voulait-elle dire? Maître Durand a de nouveau sursauté. Monsieur le juge, c'est absurde. Un enregistrement d'un enfant ne peut pas être utilisé comme preuve. C'est une violation de la vie privée enregistrée sans autorisation. Cet enregistrement prouve que votre témoin expert a menti, Maître Durand. A rétorqué sèchement Maître Bernard. C'est très intriguant. Assez de disputes. Le juge a frappé son marteau de juge. Ses yeux, qui étaient auparavant paternels, brillaient maintenant vivement. Il sentait qu'il y avait un gros mensonge. Greffier, aidez cet enfant. Connectez cet appareil au moniteur du tribunal tout de suite. Non. A crié désespérément Nicolas. Il a agrippé le bord de la table, ses jointures blanches. Je m'oppose, monsieur le juge. C'est un coup monté. Votre objection est notée, monsieur Nicolas. Maintenant, asseyez-vous, a ordonné le juge. Un greffier s'est rapidement approché de Manon et a soigneusement pris la tablette fissurée. Il a trouvé un câble, et quelques instants plus tard, les grands écrans de moniteur sur le mur de la salle d'audience sont devenus noirs, puis ont montré l'écran d'accueil de la tablette de Manon. Nicolas s'est couvert le visage. Valérie derrière lui semblait trembler violemment. Manon, maintenant debout à côté du greffier, a regardé l'écran. Elle n'a pas regardé Sandrine ou Nicolas. Elle était concentrée sur sa mission. Celui-ci, monsieur, a-t-elle pointé du doigt un fichier vidéo dans la galerie. Le greffier a cliqué dessus. Une miniature de la vidéo est apparue. Allez-y, princesse, a dit le juge. Lancez la vidéo. Manon a tendu son petit index. Elle a appuyé sur le bouton de lecture à l'écran. La vidéo a commencé. Le grand écran de moniteur a pris vie. La prise de vue était légèrement tremblante et inclinée. L'angle était bas, comme si elle avait été enregistrée de derrière quelque chose. Un rire étouffé a pu être entendu. C'est notre salon, a chuchoté Sandrine, reconnaissant le canapé et la grande plante en pot dans le coin de la pièce. La vidéo semblait avoir été prise de derrière cette plante où Manon se cachait souvent en jouant à cache-cache. Et puis deux personnages sont entrés dans le cadre enregistré. Nicolas et Valérie. Pas Valérie dans le blazer professionnel comme au palais de justice, mais Valérie dans des vêtements d'intérieur élégants et confortables. Ses cheveux étaient détachés. Nicolas est entré en riant et a immédiatement enlacé Valérie par derrière, l'embrassant sur le cou. Oh mon Dieu! Une exclamation étouffée a été entendue dans toute la salle à l'unisson. Sandrine s'est figée, le souffle coupé. Donc le parfum, ses soupçons, tout était vrai. La femme qui avait fait un faux témoignage pour la ruiner était la même qui couchait avec son mari dans sa maison. De l'autre côté, Maître Durand regardait le moniteur, la bouche bée. Il s'est tourné vers Nicolas avec un regard d'horreur comme pour dire « Vous ne m'avez jamais dit ça ». Dans la galerie, Valérie a baissé la tête, essayant de cacher son visage. Et puis les voix des personnages de la vidéo ont été entendues clairement dans le silence du palais de justice.
Voix de Valérie, tu es sûr que ton plan va fonctionner? Ta femme est si stupide. La voix de Nicolas rit avec certitude. Stupide et soumise. Elle ne se doutera de rien. Tout l'argent a déjà été transféré sur ton compte, chérie. Sandrine a senti ses jambes se dérober. Son argent, leur compte joint, avait été transféré sur le compte de Valérie. Oh, mon Dieu, a marmonné maître Bernard à côté d'elle, les yeux fixés sur l'écran. La vidéo a continué. Nicolas s'est assis sur le canapé et a tiré Valérie sur ses genoux. Voix de Nicolas, une fois que le verdict tombera demain, j'obtiendrai officiellement la garde de Manon. Nous vendrons immédiatement ce trou à ras de maison et déménagerons en Suisse, loin d'elle. La voix de Valérie semblait enjôleuse. Et Manon? Elle semble très attachée à sa mère. C'était la partie qui a le plus blessé Sandrine. Elle a retenu son souffle, attendant la réponse de Nicolas. La voix de Nicolas était dédaigneuse. Oh, la gamine est facile à gérer. Donne-lui juste une nouvelle tablette et elle oubliera sa mère. Tu seras sa nouvelle mère, une mère plus intelligente, plus réussie et beaucoup plus sexy. Nicolas a embrassé passionnément Valérie dans la vidéo. Assez. Éteignez ça. A crié Nicolas de rage. Il a sauté de sa chaise, essayant de courir vers la table du greffier pour arrêter la vidéo. Agent, maîtrisez-le. A beuglé le juge de colère. Les deux agents de sécurité qui gardaient la porte se sont immédiatement déplacés. Ils ont maîtrisé Nicolas avant qu'il ne puisse aller loin, lui tordant les bras derrière le dos. Nicolas se débattait comme un animal dans un piège. Lâchez-moi. C'est faux. C'est truqué. A crié désespérément Nicolas. Faites-le taire. A ordonné le juge. Continuez la vidéo. Je veux la voir jusqu'au bout. La vidéo a continué à jouer, inconsciente du chaos dans la salle. C'était maintenant au tour de Valérie de parler. Voix de Valérie, je suis encore un peu inquiète. Et mon témoignage en tant que psychologue? Et si l'avocat de Sandrine le réfute avec ses observations? La voix de Nicolas a de nouveau ri. J'ai déjà préparé ça. Je l'ai enregistré la semaine dernière quand elle a pleuré hystériquement. Tu te souviens? Je la provoquerai à nouveau au procès. Je l'insulterai jusqu'à ce qu'elle explose. Elle criera et pleurera devant le juge. Sandrine a sangloté, se souvenant de son témoignage, de la photo, de ses cris. Il m'a piégé. Voix de Nicolas, une fois qu'elle deviendra hystérique, ton témoignage semblera parfait. Le juge verra par lui-même que c'est une folle instable. Personne ne la croira. Ils croiront le docteur. Valérie Rousseau, la professionnelle. La vidéo a finalement montré Nicolas et Valérie trinquant avec des verres de vin, riant. La vidéo s'est terminée. L'écran est devenu noir. La salle est restée silencieuse pendant quelques secondes. Les seuls sons étaient les sanglots de Sandrine et le souffle haletant de Nicolas sous le contrôle du garde. Tout le monde dans la salle, le juge, les greffiers, la galerie et même Maître Durand, regardait l'écran noir avec horreur. Ils venaient d'assister à une conspiration diabolique très bien planifiée. Fraude, parjure, blanchiment d'argent et manipulation du tribunal. Dans la galerie, certaines personnes ont commencé à tourner la tête à la recherche de Valérie. La voilà. C'est cette femme. A crié quelqu'un. Valérie a réalisé qu'elle était complètement exposée. Paniquée, elle a sauté de son siège et a couru vers la sortie arrière. Manon, la petite héroïne qui avait regardé la vidéo qu'elle venait de jouer, a tourné la tête. Elle n'a pas regardé Nicolas, qui était maîtrisé. Elle a regardé sa mère. Ses yeux purs ont rencontré ceux de Sandrine, qui étaient remplis de larmes. Le juge, le visage rouge de rage, a levé son marteau de jugeot. Il ne l'a pas laissé tomber silencieusement. Il l'a frappé fort sur la table. Silence, tout le monde. Le tribunal est maintenant en session. Officier, verrouillez toutes les sorties. Personne ne sort. Arrêtez cette femme, docteur. Valérie Rousseau, immédiatement. La salle d'audience a éclaté en un chaos contrôlé. Le coup de marteau furieux du juge était à la fois un ordre et une libération de la tension figée. Les deux agents de sécurité qui venaient de maîtriser Nicolas l'ont maintenant traîné jusqu'à une chaise. Nicolas ne criait plus.
Il haletait juste. Ses yeux étaient frénétiques et son costume cher était trempé de sueur. Il savait que c'était fini. À la porte arrière, une autre agitation a éclaté. Valérie, dans sa panique, n'a pas pu ouvrir la grande porte que le juge venait d'ordonner de verrouiller. Elle a tiré la poignée et a poussé en vain. Une officière l'a rapidement interceptée. Valérie s'est effondrée sur le sol. Son masque professionnel avait complètement disparu. Elle n'était plus la psychologue calme et convaincante. Elle n'était plus qu'une femme effrayée qui pleurait hystériquement. Exactement l'image qu'elle avait utilisée sur les photos pour piéger Sandrine. Le karma était venu trop vite et cruellement. Amenez-la ici, a ordonné le juge d'une voix froide et impitoyable. Les officiers ont traîné la sanglotante Valérie à l'avant et l'ont assise à la barre des témoins, qui ressemblait maintenant au box des accusés. De l'autre côté de la salle, l'avocat de Nicolas, maître Durand, ressemblait à une figure de cire fondante. Son visage était pâle et sa cravate de travers. Il ne regardait plus le juge. Il fixait la pile de papiers devant lui sans réponse. Sa carrière et sa réputation avaient été détruites en un instant par la vidéo de la tablette cassée d'un enfant. Il savait qu'il était impliqué. Il ne connaissait peut-être pas la liaison, mais il connaissait les preuves photographiques manipulées et le témoignage préparé pour piéger Sandrine. Sandrine elle-même était toujours assise. Elle regardait la scène devant elle comme si c'était un film. Ses sanglots s'étaient maintenant calmés, remplacés par un choc glacial. À côté d'elle, Maître Bernard lui a donné une légère tape dans le dos, mais ses yeux étaient fixés sur le juge, prêt pour le coup final. Manon se tenait tranquillement à côté du greffier. Elle était le centre calme de la tempête. Elle ne regardait que sa mère comme pour s'assurer qu'elle allait bien. Le juge a pris une profonde inspiration et a redressé sa robe. Il a regardé Nicolas, Valérie, puis Maître Durand. Maître Durand. Nicolas, a commencé le juge d'une voix calme et terrifiante. Cette vidéo est la propriété de votre fille et a été enregistrée dans votre propre maison. Voulez-vous toujours insister sur le fait qu'elle est truquée? Nicolas a relevé la tête, le visage vide. Elle m'a piégé, a-t-il marmonné. C'était une dernière tentative pathétique. Cette femme, Valérie, a tout planifié. Elle m'a séduit. En entendant cela, Valérie a immédiatement crié. Menteur! C'est toi qui m'as dit de le faire. Tu m'as dit que tu m'épouserais. Tu m'as dit que tu transférerais tout l'argent sur mon compte. J'ai fait tout ça pour toi. Silence. Le juge a de nouveau frappé son marteau. Vous êtes tous les deux pareils. Vos aveux ont déjà été enregistrés dans le dossier du tribunal. Le juge s'est tourné vers Valérie. Mademoiselle Rousseau, vous vous êtes assise à cette barre sous serment et avez fait un faux témoignage. Vous avez utilisé vos qualifications professionnelles pour détruire la vie d'une mère et aider à un crime. Vous avez non seulement violé votre code de déontologie, mais vous avez commis un parjure devant ce tribunal. Le juge a regardé Maître Durand. Et Maître Durand, saviez-vous ou auriez-vous dû soupçonner que les preuves que vous avez présentées, y compris ce témoignage, étaient fausses? Vous avez essayé de provoquer le témoin lors de la dernière audience pour correspondre au faux récit de votre client. Vous avez déshonoré cette profession. Je demanderai au comité d'éthique de révoquer votre permis d'exercer le droit. Maître Durand a baissé la tête, incapable de dire quoi que ce soit. Enfin, le juge a regardé Nicolas. Son regard était si perçant qu'il semblait écorcher l'homme vif. Monsieur Nicolas, vous êtes entré dans cette salle d'audience pour demander justice. Vous avez accusé votre femme d'échec. Vous l'avez accusée d'instabilité. Vous avez exigé ses biens. Et le plus scandaleux, vous avez exigé de séparer un enfant de sa mère. Le juge a soulevé le dossier de la plainte de Nicolas et l'a tenu haut. Passons en revue votre demande. Premièrement, l'accusation selon laquelle l'épouse a échoué et négligé le foyer, prouvée faux. La vidéo vient de prouver que vous avez conspiré pour la diffamer. Le juge a jeté une feuille du dossier sur le sol. Deuxièmement, l'accusation selon laquelle l'épouse était financièrement irresponsable et dépensière, prouvée faux. La vidéo est un aveu que vous avez volé de l'argent de votre conjoint et l'avez transféré sur le compte de votre amante. Ce n'est pas seulement de la diffamation. C'est du vol. Il a jeté la deuxième feuille. Troisièmement, l'accusation selon laquelle l'épouse était émotionnellement instable,
soutenu par un faux témoignage d'expert, prouvait être un stratagème flagrant. La vidéo prouve que vous avez conspiré pour provoquer votre femme, l'enregistrer secrètement et l'utiliser pour tromper ce tribunal. Il a jeté la 3e feuille. Votre plainte entière, la voix du juge s'est élevée, est un tas d'ordures basées sur des mensonges, la cupidité et l'adultère. Le tribunal rejette la demande de divorce déposée par M. Nicolas dans son intégralité. Le marteau a frappé fort, mais le juge n'avait pas fini. Il a regardé Maître Bernard et Sandrine. Le tribunal ne s'arrêtera pas là. Sur la base de ces nouvelles preuves irréfutables, le tribunal statue pour protéger la victime. 1. Le juge a levé un doigt. La garde exclusive de l'enfant mineur, Manon, est accordée sans condition à sa mère biologique, Sandrine. Sandrine a haleté. Les larmes qui coulaient maintenant étaient de soulagement. Elle a regardé Manon. 2. A poursuivi le juge. La demande de divorce de M. Nicolas a été rejetée. Cependant, le tribunal suggère que Madame Sandrine dépose une contre-demande dès maintenant. Madame Sandrine, souhaitez-vous divorcer de votre mari? A chuchoté Maître Bernard, et Sandrine, d'une voix tremblante mais ferme, a regardé directement Nicolas, qui était maintenant vaincu, la tête basse. Oui, monsieur le juge. Je demande le divorce tout de suite. Bien, s'est exclamé le juge. Le tribunal accorde le divorce à Sandrine pour adultère et fraude du mari. Garde exclusive à Sandrine. 3. Le juge s'est levé maintenant. Tous les biens au nom de M. Nicolas et de Mademoiselle Rousseau seront gelés immédiatement. Le tribunal ordonne une enquête complète pour retracer tous les fonds volés à Madame Sandrine. La maison actuellement occupée est déclarée propriété exclusive de Sandrine et Manon. Et 4. La voix du juge a maintenant tonné dans toute la salle, sur la base des preuves vidéo et des aveux dans cette salle, j'ordonne l'arrestation immédiate de M. Nicolas et de Mademoiselle Rousseau pour de multiples infractions pénales, notamment complot en vue de commettre une fraude, parjure, vol domestique et falsification de preuves dans un tribunal. Emmenez-les. Les agents de sécurité ont immédiatement menotté Nicolas. L'homme qui était entré ce matin avec arrogance était maintenant sorti la tête baissée. Il est passé près de Sandrine. Il n'a pas osé regarder sa femme dans les yeux. Valérie a également été menottée. Ses pleurs s'étaient taris, ne laissant qu'un visage enflé et sale. Elle a été emmenée. Sa carrière et sa liberté avaient disparu. Sandrine était toujours assise, tremblante. Maître Bernard souriait de toutes ses dents. Nous avons gagné, Sandrine. Nous avons gagné. Sandrine ne pouvait pas parler. Elle s'est juste levée et a marché lentement vers le centre de la pièce. Manon a couru vers elle. Sandrine s'est agenouillée et a serré sa fille fort dans ses bras comme si elle serrait son sauveur. Elle a pleuré sur ses petites épaules. Pas des larmes de tristesse, mais des larmes d'une mère sauvée par sa petite héroïne. Les suites du jour du jugement se sont propagées comme une traînée de poudre. L'histoire de la tablette cassée a fait la une partout. L'histoire du mari cupide, de la fausse psychologue et de l'héroïne de 7 ans a dominé les nouvelles locales pendant des semaines. Les premières semaines ont été floues pour Sandrine et Manon. Maître Bernard s'est occupé de tout. Par ordre du juge, tous les biens de Nicolas et Valérie ont été gelés. L'enquête a montré que Nicolas avait transféré près d'1 million de dollars sur le compte de Valérie au cours de la dernière année. Tout l'argent a été saisi et restitué sur le nouveau compte de Sandrine. La grande maison froide était maintenant officiellement celle de Sandrine, mais Sandrine ne pouvait plus y rester. Trop de mauvais souvenirs, trop d'ombres de Nicolas et Valérie dans chaque coin. Avec le consentement de Maître Bernard, Sandrine a vendu la maison. Le produit de la vente était plus que suffisant pour commencer une nouvelle vie. La punition pour les méchants a été rapide et sévère. Compte tenu des preuves accablantes, Nicolas a été condamné à 12 ans de prison pour fraude, vol et parjure. Valérie, dont les qualifications de psychologue se sont avérées réelles mais utilisées de manière criminelle, a été condamnée à 8 ans et son permis d'exercer a été révoqué de manière permanente. Le rusé maître Durand a été immédiatement radié du barreau par le comité d'éthique et a fait face à des accusations criminelles pour son implication dans la conspiration. Le karma avait été payé en totalité. 3 mois après ce jour de jugement, des rires d'enfants se sont fait entendre dans un petit parc verdoyant. Sandrine, le poids de l'inquiétude disparu de son visage, souriait en regardant Manon sur la balançoire.
Elles avaient déménagé non pas dans une grande maison, mais dans un appartement douillet modeste et confortable de 2 chambres. Il était rempli de photos d'elles deux et sentait les biscuits que Sandrine avait préparés. Sandrine avait démarré une petite entreprise de traiteur à domicile. Ses talents culinaires, que Nicolas dénigrait toujours, étaient maintenant loués par beaucoup. Les commandes affluaient. Elle était occupée et fatiguée, mais heureuse. Elle était indépendante. « Maman, regarde !» Manon accourut vers Sandrine, qui était assise sur un banc du parc. Ses mains étaient sales de terre. Les fleurs vont bientôt éclore. Sandrine a souri, caressant les cheveux courts de Manon. Ouah, ma fille est très douée pour planter des choses. Elles se sont assises l'une à côté de l'autre pendant un moment, profitant du dimanche après-midi. Il y avait une question que Sandrine n'avait pas eu l'occasion de poser calmement. « Princesse », a commencé doucement Sandrine. « Puis-je te poser une question ?»« Quoi, maman ?» Manon la regardait avec des yeux clairs. La vidéo sur la vieille tablette. « Pourquoi ? Pourquoi l'as-tu enregistrée ?» Manon est restée silencieuse un moment comme si elle se souvenait. « Parce que je n'aimais pas tante Valérie. »« Pourquoi ne l'aimais-tu pas ?» Tante Valérie faisait semblant d'être gentille. Elle souriait à maman et te parlait au centre commercial. Mais quand maman est allée aux toilettes, elle a dit à papa, « Ta femme met beaucoup de temps. » Et au parc aussi. Elle m'a vu, mais elle a dit à papa que maman ne me regardait pas. Mais maman me regardait. Sandrine était stupéfaite. Sa petite fille était une observatrice fine. Et cette nuit-là, a poursuivi Manon, papa a dit qu'il travaillait tard, mais j'ai entendu sa voiture revenir. Je voulais montrer à papa mon nouveau dessin. Mais quand je suis descendu, j'ai vu papa entrer avec tante Valérie. Papa l'a tout de suite serré dans ses bras. J'ai eu peur, alors je me suis caché derrière le pot de fleurs. Alors tu l'as enregistré là? Oui, j'ai utilisé la vieille tablette pour enregistrer. Je me suis souvenu. Maman a dit, s'il y a des méchants, il faut des preuves. Et j'avais la vieille tablette avec moi. Le cœur de Sandrine s'est réchauffé. Elle avait oublié qu'elle avait dit ça. Mais princesse, a de nouveau demandé Sandrine. C'était la question la plus importante. Pourquoi ne l'as-tu pas dit à maman? Pourquoi as-tu gardé le secret? La voix de Manon est tombée à un murmure. Papa a dit que maman ne devait pas savoir. Sandrine a froncé les sourcils. Papa t'a dit ça? Oui. Dans la vidéo, papa a dit à tante Valérie, ma femme est stupide. Elle ne saura pas, j'ai pensé que c'était un grand secret parce que papa a dit que maman ne devait pas savoir, alors je l'ai gardé. Je ne voulais pas que papa soit en colère si maman le découvrait. C'était la logique pure d'un enfant. Elle avait enregistré le crime de son père, mais l'avait gardé secret parce que son propre père lui avait dit que sa mère ne devait pas savoir. Alors pourquoi l'as-tu montré au palais de justice? Parce que le juge allait enlever Manon à maman. Papa a dit que maman était méchante et tante Valérie a aussi dit que maman était méchante et ce n'est pas vrai. Manon avait les larmes aux yeux. Je ne veux pas être séparée de maman. Maman n'est pas méchante. Maman est la meilleure maman. Alors j'ai dû montrer au juge que papa et tante Valérie sont les méchants. Sandrine n'a plus pu se retenir. Elle a serré Manon fort dans ses bras. Elle a pleuré des larmes de joie. Pendant tout ce temps, elle avait souffert des accusations de Nicolas selon lesquelles elle était une mère ratée. Elle avait douté d'elle-même, s'était sentie détruite. Mais devant elle se trouvait la preuve la plus solide qu'elle n'avait pas échoué. Elle avait élevé une fille incroyable, un enfant pur et assez vif pour distinguer la vérité du mensonge, un enfant courageux avec le courage d'agir seul pour protéger sa mère, un enfant avec un sens pur de la justice. Merci, princesse, a chuchoté Sandrine dans les cheveux de sa fille. Merci de m'avoir sauvée. Manon l'a serrée en retour. Je t'aime, maman. Je t'aime tellement aussi, Manon. Sandrine a rompu l'étreinte et a regardé le visage radieux de sa fille. Elle a finalement compris. Elle n'avait jamais échoué. Elle avait juste élevé une héroïne. Et maintenant, elles étaient toutes les deux libres pour un nouveau départ.